À la suite de ces troubles, 48 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été blessées. Les autorités ukrainiennes n'ont jamais mené d'enquête approfondie. Escalade du conflit. L'intensité du conflit dans le Donbass a constamment augmenté. Le 25 mai 2014, l'Ukraine a tenu des élections présidentielles anticipées remportées par Petro Porochenko. Après son investiture, une offensive de grande envergure a été lancée dans le Donbass. Durant l'opération dite antiterroriste, des bataillons nationalistes armés, y compris le bataillon Azov, dont des membres ont commis des crimes violents contre des civils, se sont alliés aux forces armées ukrainiennes. Le 26 mai, des milices ont tenté d'occuper l'aéroport de Donetsk. Alors, pour la première fois, l'armée ukrainienne a utilisé des avions de combat, entraînant la mort non seulement de miliciens, mais aussi de civils à Donetsk. Les combats pour le contrôle de l'aéroport, d'intensité variable, se sont poursuivis pendant 8 mois. Le 2 juin, l'armée de l'air ukrainienne a lancé une frappe aérienne sur le bâtiment de l'administration régionale de Lugansk. 8 personnes ont été tuées et 28 blessées. Le 13 juin, les forces de sécurité ukrainiennes ont pris le contrôle de Mariupol. Le lendemain, la ville d'Echtchastie, dans la région de Lugansk, où la compagnie de télévision russe VGTRK a diffusé un reportage de son correspondant, affirmant que le bataillon ukrainien Haïdars livrait à des tueries et massacrait la population locale. Quelques jours plus tard, l'équipe de tournage de VGTRK essuyait des tirs de mortier du côté ukrainien. Le 2 juillet, l'armée de l'air ukrainienne a bombardé Stanitsa Luganskaya avec des bombes à fragmentation. Une rue entière, avec des maisons d'habitation, a été entièrement détruite, ainsi que les bâtiments du tribunal et du ministère de l'Intérieur. 4 personnes sont mortes sur place. 5 autres personnes, dont un garçon de 5 ans, sont décédées pendant leur transfert à l'hôpital. Le 5 juillet, après 3 mois de violents combats, les miliciens ont abandonné Slaviansk. La ville a été immédiatement occupée par l'armée ukrainienne. Après Slaviansk, les forces ukrainiennes sont entrées à Kramatorsk, à Konstantinovka et à Seversk. Le 27 juillet, l'armée ukrainienne a lancé une offensive massive sur Gorlovka. Au total, environ 70 obus de lance-roquettes multiples Grad ont été tirés. 22 civils ont été tués, dont 4 enfants. Parmi les victimes figurait Kristina Djouk, 23 ans, avec sa fille Kira, âgée de 10 mois. Les corps des victimes ont été retrouvés gisant côte à côte. La mère serrait sa fille contre elle. Le 13 août, les forces ukrainiennes ont tiré avec un lance-roquettes multiple Smerch sur une plage de Zougresse, dans la région de Donetsk, où des familles avec enfants passaient leur temps. 13 civils ont été tués, dont 3 enfants. Une quarantaine de personnes ont été blessées. L'enquête a révélé que les forces armées ukrainiennes sont utilisées des munitions à fragmentation interdite. Selon les données du commissaire aux droits de l'homme en RPD publiées en 2023, suite à l'agression militaire ukrainienne depuis 2014, 228 enfants sont morts dans la République et 792 enfants ont été blessés. En mai 2015, en mémoire des enfants morts dans le Donbass, un mémorial nommé Allée des Anges a été inauguré à Donetsk. Accord de Minsk.
Le 5 septembre 2014, le protocole de Minsk a été signé dans la capitale biélorusse, portant sur un cessez-le-feu dans les républiques de Donetsk et de Lugansk. Nous avons convenu d'un cessez-le-feu. Les combats se sont apaisés, mais les bombardements de Donetsk, notamment à l'aide d'artillerie de gros calibre, de lance-roquettes multiples et de missiles tactiques, ont continué. Outre les bombardements réguliers, les autorités ont mis en place un blocus économique des régions de Donetsk et de Lugansk. Depuis décembre 2014, conformément au décret de Porochenko, le gouvernement a cessé de verser les prestations sociales aux habitants du Donbass, y compris les pensions de retraite et les services bancaires pour les particuliers et les entreprises. Nous aurons du travail. Eux, ils n'en auront pas. Nous aurons des pensions de retraite. Eux, ils n'en auront pas. Nous aurons des aides pour les enfants et les retraités. Eux, non. Nos enfants iront à l'école et au jardin d'enfants. Ils garderont les siens dans des sous-sols. Le 23 décembre 2014, la Rada d'Ukraine a voté l'abandon du statut de non-aligné de l'Ukraine et la reprise de la politique de rapprochement avec l'OTAN. La Russie a qualifié cette décision d'inamicale. Ce n'est rien d'autre qu'un hommage à la rhétorique que le parti belliciste de Kiev affectionne. L'OTAN, quant à elle, a déclaré son soutien politique à l'Ukraine, mais a souligné qu'une adhésion n'est pas envisageable dans un avenir proche. Nous soutenons la liberté de l'Ukraine déterminée indépendamment, son avenir sans ingérence extérieure. Le 27 janvier 2015, la Rada d'Ukraine a adopté une déclaration dans laquelle elle désigne les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comme organisations terroristes. Les combats ont repris de plus belle. Minsk 2. Le 11 février 2015, des pourparlers ont débuté à Minsk entre les dirigeants des pays du format Normandie, la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, à l'issue desquels un second accord a été signé, prévoyant le retrait des armes lourdes de deux parties, à égale distance, afin de créer une zone de sécurité. Nous devons assister à une véritable désescalade du conflit. Il ne s'agit pas seulement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est tout l'ordre géopolitique européen qui est en jeu. Après la signature des accords de Minsk II, la ligne de front est restée inchangée. Cependant, les bombardements de zones peuplées dans le Donbass se sont poursuivis. Selon les données de l'OSCE pour 2016, plus de 300 000 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées.